TV, bonjour, bonsoir. Merci de votre constante fidélité et très heureuse de vous retrouver sur ce plateau, votre plateau Réflexion politique. Le plateau sur lequel, vous le savez très bien, on pose la réflexion, on pousse la réflexion, on essaye d'avoir des éclaircissements sur des sujets cruciaux qui concernent la nation, l'Afrique ou le monde entier. Aujourd'hui, nous parlerons de démocratie. La démocratie est un recul dans le monde et en Afrique. C'est le résultat de pas mal d'enquêtes et de rapports, notamment les derniers rapports de l'Institut international de la démocratie et l'assistance électorale. L'ampleur des crises africaines liées à la gouvernance et à la sécurité est souvent imputée à une absence de démocratie ou même à la démocratie. Mais est-ce vraiment le cas? La crise ne résulte-t-elle pas plutôt du dysfonctionnement des États qui entravent l'instauration des systèmes de gouvernance responsables? Et si on rebâtissait cette démocratie? D'où notre thème de réflexion aujourd'hui qui s'intitule « Comment bâtir une démocratie à l'épreuve du temps ?» Téléspectateurs de Mandé TV, j'ai des personnes qui s'y connaissent très bien pour pouvoir poser cette réflexion sur ce plateau. Il s'agit de Dr Badié Ima. Il est le responsable pays du National Democratic Institute du Mali. Monsieur Ima, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Oui, merci. Merci de vous rendre surtout disponible. Oui, avec plaisir et merci pour l'invitation et surtout l'occasion qui m'est offerte de revoir le ministre Sylla et d'avoir ces échanges avec lui. C'est vraiment du bonheur ce soir. En tout cas, le plaisir, il est pour nous entièrement, je pourrais lui dire. Notre deuxième invité est monsieur docteur, s'il vous plaît, Abdraman Sylla. Il est ancien ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Il est également le président de la Convention citoyenne pour le renouveau et l'émergence du Mali. Docteur Sylla, bonjour. Bonjour, madame Fatima. Bienvenue sur ce plateau. Merci de l'invitation et toujours très heureux d'être sur ce plateau pour échanger et surtout avec mon ami camarade Badié Ima, avec qui nous allons aborder ce sujet-là ensemble. Exactement. Pour nos téléspectateurs qui ne savent pas, c'est quoi l'Institut démocratique institut, c'est ça? Ouais. Voilà, en quelques lignes pour nos téléspectateurs. Oui, NDI, en abrégé, c'est l'Institut national pour la démocratie. C'est une ONG internationale qui est installée d'origine bien sûr américaine, mais non partisane, qui a des représentations sur les 5 continents, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe pour le continent africain. Nous sommes aussi en Europe, en Asie et dans les Amériques. Et le mandat du NDI, c'est de promouvoir des institutions démocratiques, ouvertes, inclusives, qui mettent au centre de leur mandat les préoccupations et les besoins des citoyens partout à travers le monde. Merci beaucoup, Dr Ima, pour cette précision. Dr Abdraman Sylla n'est pas un inconnu au Mali, mais par contre, on voit que vous êtes le président de la Convention citoyenne pour le renouveau et l'émergence. Il s'agit de quoi en 2009? La Convention citoyenne pour le renouveau et l'émergence est une association qui n'est pas une association politique. C'est une association de réflexion qui réunit en son sein un certain nombre de professeurs d'université, de médecins, vraiment de hauts cadres qui se sont dit que le Mali se sent mal depuis une 60aine d'années, depuis la Première République, aujourd'hui à la 4e République, que nous avons l'impression que hier était toujours meilleur à aujourd'hui. Pourquoi?
Donc c'est ce pourquoi qui nous a amené à nous réunir afin d'entamer des réflexions, des pistes de réflexion, des pistes aussi de solutions pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Voilà pourquoi la CCRM, comme on le dit, est née. Et c'est autour de cet objectif que nous nous retrouvons et nous discutons. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre réflexion. Je vais me tourner vers Dr Ima. C'est quoi la gouvernance? C'est quoi la démocratie? Bonne question de départ, Fadima. Mais c'est une question délicate parce que définir la gouvernance ou la démocratie ou la gouvernance démocratique, une définition limite toujours. Mais de la gouvernance, ce qu'on peut dire, mot à mot, c'est surtout la gestion de la cité ou de la communauté dans l'intérêt général. Réaliser le bien commun, réaliser le bien collectif. Je pense que c'est la destination de la gouvernance de manière générale. Et pour réaliser le bien commun et l'intérêt collectif, public, il faut une mobilisation où il faut mobiliser l'ensemble des secteurs de la vie nationale et de la communauté de manière inclusive, de manière participative. Et voilà pourquoi on peut parler des formes démocratiques de la participation, comment l'ensemble des citoyens prennent part à tous les processus, comment l'ensemble des citoyens contribuent et comment l'ensemble des citoyens bénéficient de l'action collective. Je pense que les repères orthonormés de la gouvernance démocratique, il faut les situer à ce niveau-là. Voilà un peu une première esquisse. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur la définition. On sait bien qu'il y a pas mal à dire. Vous êtes quand même d'accord avec... Oui, absolument. Le concept de gouvernance peut paraître assez généraliste, quoi. C'est-à-dire que ça peut englober un peu tous les aspects, mais vous faites bien de préciser la gouvernance démocratique. Donc, qui renvoie aussi à une gouvernance qui appartient à une période historique bien déterminée, parce que nous connaissons l'État quand même depuis beaucoup de siècles déjà. Donc, ici, ce que vient de dire mon ami est tout à fait cohérent. Quand même bien, la gouvernance touche évidemment tous ces aspects de l'économie, de la politique, de la culture, du social. La gouvernance, c'est quelque chose qui touche tout, qui aide justement les gouvernants à répondre aux attentes et qui aide aussi les populations, les participants à profiter des avantages un peu de la gouvernance. Quand elle est vertueuse. Ouais. Quand elle est vertueuse. On dit souvent que, et ça c'est dit partout, hein, la démocratie c'est pour le peuple, par le peuple, avec le peuple. Moi, je me permets de vous demander ici sur ce plateau, quel constat faites-vous de la démocratie, notamment en Afrique, Oui, il y a une histoire. Il y a une histoire derrière le régime démocratique. Parce qu'il faut bien que nous fassions un peu la part des choses entre ce qu'on appelle communément le système politique et le régime politique. Les systèmes politiques, nous les avons vécus dans l'histoire ancienne. C'est lorsque les pouvoirs se sont souvent trouvés entre les mains d'un seul. Donc ça, c'est un peu le tout premier système qu'on a qualifié de système de confusion. Tout le pouvoir appartient à un seul homme. Et au fur des ans et au fur des siècles, il y a eu une évolution vers l'ère démocratique. On se souvient même à ce niveau que dans la Grèce antique, d'où est parti effectivement les notions de démocratie, alors c'est par rapport aux abus
du chef, du souverain de l'époque, que le peuple s'est dit, écoutez, c'est un homme qui ne saurait éternellement imposer sa volonté aux autres. Nous sommes plus nombreux, et puisque nous sommes plus nombreux, il faut qu'on tienne compte de nos avis. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le peuple s'est dit d'abord souverain. Donc, la souveraineté appartient d'abord au peuple. Alors, puisque nous sommes souverains, il faudrait que nous nous organisions de telle sorte que les décisions qui nous sont propres, les décisions que nous voudrions qu'ils soient les nôtres, émanent de nous. Et que le souverain n'avait qu'à les constater et agir au respect de ce que nous voudrions que ce soit. Donc la démocratie est partie de ça. Il y a eu des évolutions évidemment sur le temps, jusqu'à la grande révolution française de 1789, qui a amené beaucoup d'améliorations et qui a institué effectivement un système qui aujourd'hui encore continue à inspirer plus d'un peuple. Donc la démocratie, c'est toute une histoire. C'est sur l'histoire, c'est des pays différents, c'est des comportements différents. Mais ce qui est bien et qu'il faudrait apprécier à ce niveau-là, c'est que cette forme nouvelle de démocratie a quand même permis une certaine participation de tous. Donc le pouvoir du peuple par le peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, Madame Fadima Maïga, quand vous prenez l'ancien régime, je recule encore, le cercle du pouvoir était un cercle très limité entre les mains de quelques-uns. Et la démocratie va rompre avec ce système-là. La démocratie va donner cette chance à tous les citoyens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir émerger, de pouvoir être quelqu'un dans la société. Donc ceci est à l'actif vraiment des régimes démocratiques. Évidemment, il y a des principes. Des principes, et le meilleur principe en cela, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, d'un côté le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, mais aussi le pouvoir judiciaire. S'il y a un quatrième pouvoir qui vient, c'est le pouvoir de la presse que vous détenez fort heureusement à côté. Donc voilà un peu, on ne saurait rentrer vraiment dans toute l'historique, mais c'est assez passionnant quand on parcourt les pages d'histoire et voir l'évolution des sociétés. C'est une évolution qui s'adapte au fur et à mesure que l'homme évolue, au fur et à mesure que les exigences apparaissent et qu'elles sont nombreuses. Alors nous essayons d'apporter les réponses adéquates à tout ce système-là. Voilà un peu. Jusque-là, vous ne donnez pas la réponse que j'attendais, parce que c'est clair, la démocratie est en être recul dans le monde. Et d'après certaines enquêtes, elle a encore plus un recul en Afrique par rapport à plusieurs situations. Vous avez raison. Votre constat aujourd'hui, c'est quoi? Elle recule. Elle recule. Voilà. Elle recule pour la toute bonne raison que nous avons calqué nos systèmes sur d'autres. Nous n'avons jamais fait de réflexion appropriée pour pouvoir nous-mêmes nous adapter à nos propres réalités. Vous vous souvenez sans doute que la démocratie en Afrique est partie fondamentalement de cette fameuse conférence de la Baule avec le président français François Mitterrand. Et le système européen a été pris comme un modèle et c'est ce système qu'on nous a imposé. Je pense que là aussi, il faut faire une nette différenciation entre les pays colonisés anciennement par la Grande-Bretagne et les pays colonisés par la France. S'il y a un recul fondamental qu'il faudrait constater, c'est dans les pays francophones. Et la réflexion n'a jamais été suffisante en amont pour dire que nous voudrions copier un système, mais nous devrions partir de quelque chose de chez nous pour voir qu'est-ce qui est possible d'être fait. Nous ne l'avons pas fait. Alors la réflexion, elle est très profonde dans votre question, parce que si on doit remonter on va remonter à l'État lui-même, qui nous avons dit avec les indépendances, au lieu d'être l'État judo-chrétien que nous avons hérité, nous aurions pu fournir la réflexion nécessaire de réadapter cet État-là à notre contexte. Nous ne l'avons pas fait. Donc ça recule parce que simplement, ce que nous avons importé
c'est une camisole, elle est beaucoup plus large, elle ne s'adapte pas à nous, mais nous n'avons pas fait l'effort de redresser ces camisoles à notre taille. Et c'est ce travail-là qui nécessite aujourd'hui un travail de fond et qui nécessite vraiment que les intellectuels s'attellent. Donc il y a un recul, je partage cela avec vous, un recul simplement dû au fait que ça a été aussi dit par Jacques Chirac, elle apparaît comme vraiment un luxe. Le modèle français, effectivement, que nous importons, apparaît comme un luxe. Elle est très coûteuse. Peut-être qu'on en reviendra là-dessus. Docteur Badié, vous êtes d'accord avec ce que dit M. Sylla, qu'on a juste pris un camisole qu'on a porté aux Africains, pourtant ça ne colle pas. Est-ce que c'est que ça, c'est très facile. Et c'est cette compréhension qui est souvent partagée au sein des populations. Et les populations aujourd'hui, ça, je pense qu'on aura le temps d'avancer là-dessus, mais votre constat à vous, en tant qu'homme qui est à la tête d'une structure qui a l'œil sur la démocratie dans nos États? Alors, oui, j'apprécie l'analyse et la perspective développée par le ministre Sylla. D'abord, je pars du principe que la démocratie, elle est universelle. Elle est universelle et elle tient son universalité de sa diversité. Il n'y a pas un modèle archétypal qui doit être considéré comme le modèle de la démocratie et que toutes les nations du monde doivent s'y conformer. On la verra, la démocratie, au niveau de l'organisation villageoise, le partage des responsabilités et le débat au niveau de la communauté, la recherche du consensus au niveau de la communauté. On peut aussi prendre un autre exemple. Prenez le jardin potager, le partage, la distribution des tâches. C'est ça les règles démocratiques. Et donc, il n'y a pas à proprement parler de société adémocratique. Mais dire ça, c'est une première chose. Mais il y a une seconde chose qu'il faut considérer, et je pense que c'est la perspective que le ministre Sylla a développée. L'évolution de notre continent. D'abord, l'histoire de l'Afrique. L'Afrique a une histoire. Quoi qu'en pensent certains, nous avons une histoire et cette histoire-là, elle est faite d'organisations sociales, administratives et politiques depuis l'Antiquité. Et Cheikh Anta Diop, et dans son œuvre monumentale, l'a démontré. Et ensuite, il y a eu une cassure. Il y a eu une rupture. Et cette rupture, elle est le fait de la colonisation qui a complètement déstructuré le système qui était là et a mis en place un système nouveau. Alors, qui a totalement désorganisé nos sociétés et qui a stoppé, et je pèse mes mots, l'évolution naturelle et le développement politique naturel et la trajectoire que nos sociétés devraient prendre, comme toute autre société partout dans le monde. On était là, il y a eu les indépendances. Mais les indépendances ont été un rendez-vous manqué du point de vue de l'institutionnalisation de la démocratie en Afrique, parce que les indépendances, les pays ont acquis leur indépendance et on leur a fait porter la camisole du système et d'un système qui n'est pas le nôtre. Et parce que le système n'est pas le nôtre, et ça produit de la violence,
ça produit de l'extraversion. Et je ne suis pas le seul à le dire. Le professeur Sylla n'est pas le seul à le dire. Il y a eu des grands textes là-dessus. Et le texte de Bertrand Badi, et c'est un politologue français, est une œuvre monumentale, l'État importé. Mais est-ce que ça n'a pas quand même marché chez certains États? C'était une camisole importée, mais ça a quand même marché au niveau de certains pays. Oui, mais les crises actuelles sont les révélateurs que ça dysfonctionne. Ça dysfonctionne. Et voilà pourquoi, et dans toutes les crises, que ce soit au Mali, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou dans tous les autres pays, on parle de refonder. Si le mot refonder est assez symptomatique de la nature de la crise et de l'amertume des Africains qui estiment que la camisole était une camisole de force. Il nous faut bâtir, il nous faut rebâtir, il nous faut reconstruire un système politique adapté et autonome. Adapté à nos réalités et qui obéit à l'histoire et au passé politique et les structures qui étaient là et qui avaient été véritablement déconstruites. Alors, et c'est ça, mais ce contexte-là, le contexte des crises actuelles, coïncide aussi, je dois le dire, avec une crise mondiale de la démocratie représentative. Il y a aujourd'hui une crise mondiale de la démocratie représentative, que ce soit en Europe ou dans les Amériques. Vous avez une désapprobation généralisée des politiques. Et les citoyens estiment que ils ne sont pas, leurs besoins, leurs préoccupations, leurs opinions ne sont pas mises en selle, ne sont pas placées au centre des préoccupations des politiques publiques, au centre des mandats des institutions publiques. Et c'est dans ce contexte que, ce contexte-là, de la crise mondiale de la démocratie représentative coïncide avec aussi les crises politiques et institutionnelles en Afrique, je vais dire en Afrique, qui couronnent à la fois les éléments pervers du libéralisme mondial, mais aussi d'un système extraverti, un système politique extraverti, un État importé. C'est pas moi qui le dis, et beaucoup de personnes ont écrit véritablement là-dessus. Je pense qu'on en est là. On en est là, mais maintenant, la question la plus importante aujourd'hui, nous devons refonder comment? Comment trouver à construire ou à reconstruire un système politique démocratique adapté à nos réalités, aux besoins de nos populations, parce que ce qui compte le plus, ce sont les préoccupations des populations, les préoccupations des citoyens. Je pense que c'est à cet exercice que l'ensemble des pays en transition sont en train c'est l'exercice, c'est l'actualité, je vais dire, c'est l'actualité. Voilà. Vous avez quand même sorti des termes assez, et c'est ça que j'attendais. Et c'est en rapport avec notre thème du jour, rebâtir. Comment rebâtir? Et très souvent, dans des forats, dans des discussions, et ce qui revient récemment, c'est le terme démocratie à l'africaine. Oui. Revient souvent. Mais est-ce que ça existe? Oui, nous sommes des hommes complexés, il faut pouvoir le dire. Nous avons été formatés dans des écoles, nous avons formaté dans des idées qui ne sont pas les nôtres, qui font qu'il y a toute une difficulté à s'adapter avec notre milieu naturel, notre société. C'est aussi là toutes les valeurs importées de l'Occident, qui trouvent difficilement à avoir une place acceptable dans nos sociétés. C'est ce qui fait que
Et au fur et à mesure que nous avançons, et surtout à la faveur aujourd'hui des médias, des réseaux, de l'information qui est rendue publique, que les crises sont exacerbées, parce que nous les vivons par comparaison à ceux qui étaient là. La démocratie à l'africaine, elle a existé. Je n'ai aucun complexe de le dire, comme l'État africain a existé. Vous savez, quand j'enseigne, c'est un débat que j'ai souvent eu avec les étudiants à l'université. Imaginez que lorsque la colonisation est arrivée chez nous, la colonisation a poussé son mépris jusqu'à dire que l'État n'a pas existé en Afrique. Comme pour dire tous ces grands empires que nous avons connus. Je remonte en ce qui nous concerne ici en Afrique occidentale, l'empire de Ghana, qui était fondé au IIIe siècle. Je me suis amusé à faire le tour entre le IIIe siècle et le Xe siècle en Europe. Quel était l'État européen qui était mieux organisé à son niveau? Ce n'est qu'au IXe siècle qu'un premier État autour de Charlemagne qui sera né au IXe siècle. Donc à peu près, si vous faites 500 ans après. Est-ce que l'Empire autonome aussi a cette faille? On parle aussi un peu de l'Empire autonome. Ottoman. Oui. L'Ottoman, c'est très récent par rapport à cette période dont je parle là. L'Ottoman est très récent par rapport à cette période. Donc quand vous voyez le niveau d'organisation politique de l'Empire de Ghana, le niveau de l'organisation sociale, il est vrai que ce qui nous fait mal, c'est de ne pas disposer de sources écrites de cette période-là par nos propres parents. Donc, tout ce qui a été raconté par des voyageurs, Ibn Khaldoun, etc., qui ont pu laisser des traces. Mais lorsque vous regardez ces traces-là, mais c'est magnifique notre histoire. C'est magnifique le rôle de l'État. L'État était organisé au point où il y avait la sécurité, elle était assurée par des hommes entraînés pour ce faire-là. Vous aviez l'économie était bien structurée au point où on prélevait l'impôt à l'entrée du pays comme à la sortie du pays. Donc imaginez cette période-là. Moi je me suis amusé à regarder en Europe à cette période-là, mais il n'y avait pas d'équivalent. Et ce sont ces gens-là qui pensent, nous, c'est vrai, comme toute vie, le Ghana a grandi, il a décliné, le Mali a pris la succession, il a été rayonnant dans l'histoire, il a décliné, le Songhai a été très rayonnant encore, il a aussi décliné. Mais quand l'Européen est arrivé par la colonisation chez nous, c'était pour nous dire, j'étais juste en train de discuter avec un parent tout à l'heure avant d'arriver sur vos antennes, vous savez Bamako, et lorsque le Borgny est arrivé en 1883, alors qui a voulu s'imposer, mais la famille Niaré l'a repoussé dehors. La famille Niaré a complètement repoussé. Dès qu'il n'y aura pas, les Français ne vont pas pénétrer ici. Ils étaient déjà à Kita, mais qu'ils ne pénétreront pas ici. Alors, entre-temps, c'était Samori qui a voulu attaquer Bamako, qui a été stoppé ici à la sortie de Bamako, là. Et c'est quand Samori a été repoussé que la famille Niaré était obligée de se rabattre sur les Français comme pour avoir un allié contre Samori. Bon, ça aussi, c'est les quelques moments de l'histoire. Alors, mais après que Samori a été vaincu, mais les Français sont venus en trichant. Et pour dire au Niaré, puisque nous avions signé un accord de défense, vous allez nous payer l'impôt. Mais la famille a dit, je ne payerai jamais l'impôt. Vous n'allez jamais recevoir, ce n'est pas les clauses de nos contrats. Pour dire, la colonisation est arrivée avec ce qui était pensé déjà. Donc, il fallait justifier la colonisation. Puisqu'il fallait justifier la colonisation, elle a trouvé le prétexte, comme pour dire que d'abord, nous n'avons pas d'histoire. Comme pour dire que même la langue, dont j'ai eu récemment un débat, Fadima, avec le recul, peut-être que vous ne l'avez pas porté, mais nous, quand on était enfants et que nous arrivions de parler notre langue maternelle, mais vous portiez un symbole. Le symbole, c'était quoi? C'était une tête d'âne qu'on vous accrochait au cou. On nous interdisait de parler notre langue. Donc, depuis la prime enfance, vous êtes façonnés par eux, dans leur façon, dans leur manière, dans leur... etc., etc. Donc, nous sommes simplement des hommes assimilés qui n'ont pas pu être ce que nous aurions dû être.
mais qui ont de la difficulté à nous adapter aux vérités de leur société. Donc ça fait qu'on va vous dire que la démocratie n'a pas existé en Afrique, c'est pas vrai. L'Africain est de nature très pacifique et les décisions étaient prises à l'unanimité des souverains de l'époque et tout était fait de façon paisible. On ne connaissait pas la violence. Et ces violences-là, ce n'est que maintenant que nous les découvrons. Donc moi, je dis bel et bien, il y a eu aussi des écrits là-dessus. Vous avez la déclaration d'Arusha de Julius Nyerere, vous avez les discussions sur le baobab, comme on l'a dit souvent à Léopold Sédar Senghor. Donc tout était décidé autour des baobabs. Donc c'est pour dire justement que c'était là que les décisions majeures se prenaient. Donc on ne saurait donc nier à nous, les Africains, qu'il n'y ait pas eu de démocratie chez nous. Au contraire, nous n'avons jamais été violents dans notre histoire. Oui, mais là aujourd'hui, quand le débat revient, c'est comme si c'était une nécessité de réinventer peut-être cette démocratie à l'africaine, Docteur Badié, concernant ce sujet qui, on l'entend, on l'écoute. Démocratie à l'africaine, la jeune génération est perdue, elle n'arrive pas à se retrouver. Les repères aujourd'hui sont où même peut-être? Mais je dois dire que peut-être même dans les mots, nous devons faire attention même aux mots qui sont servis et qui procèdent même de l'instrumentalisation et de la manipulation des consciences. Je pense que même l'expression même de démocratie à l'africaine, ça sonne manipulation, ça sonne instrumentalisation, et même sur la base des arguments et des exemples avancés à l'instant même par le ministre Sylla. Moi, je parlais tout simplement de démocratie tout court. Je refuse qu'on parle de la démocratie à l'africaine. Il y a la démocratie tout court. Il n'y a pas de démocratie. Alain Touraine, dans un sociologue français, dit bien dans un ouvrage majeur intitulé La démocratie, c'est ça le titre de l'ouvrage, il dit il n'y a pas de démocratie noire ou blanche. Il n'y a pas de démocratie chrétienne ou islamique. Il y a la démocratie tout court et la démocratie se définit par les choix, par les citoyens et la société, la liberté, la solidarité, le dialogue qui permet de trouver des solutions consensuelles. Il a lâché le mot. Alors, et je pense que démocratie à l'africaine, c'est un peu pour dévaloriser nos pratiques et tout à l'heure j'avais dit au sein de la communauté il y a des formes de participation et dans le jardin potager à Badalabougou ici à côté vous voyez les échanges, vous avez la communication, vous avez la recherche de solutions à des problèmes collectifs au sein de l'aménagement. Mais c'est ça la démocratie, c'est à chaque fois quand il y a l'expression, il y a l'opinion, il y a la discussion collective qui permet à une communauté de prendre des décisions dans l'intérêt de la collectivité. Et donc, si on part de ce point de vue-là, non, il n'y a pas à parler de démocratie à l'africaine, de démocratie tout court. Mais maintenant, je pense que la démocratie, elle se jauge, elle s'évalue, elle s'apprécie à l'aune de la distribution du régime de liberté. Le philosophe Eboussi Boulaga utilise bien cette expression-là parce que après les conférences nationales, il a écrit un retentissant ouvrage, Les conférences nationales souveraines en Afrique noire, une affaire à suivre. Et dans ce texte, il utilise une expression que j'adore, régime de la liberté. Dans le système et dans n'importe lequel contexte, ce qu'on doit évaluer, où se situent les citoyens au sein de la communauté, en termes d'offres de droits, en termes de liberté de parole,
en termes de droit à la participation, en termes de droit tout court. Et je pense que même votre question de départ, est-ce que la démocratie est en recul? Oui, j'avais dit crise de la démocratie représentative, parce que les citoyens pensent que ceux qui sont élus ne défendent plus leurs intérêts. Ceux qui sont élus ne défendent plus, n'ont pas de projet collectif, n'ont pas de projet de société pour l'entièreté de la communauté. C'est ça le fond du problème. Et je pense que dans ce qui est en cours, ce qui me paraît de la plus grande importance, comment les citoyens comptent, comment ils sont invités à participer, comment leurs opinions comptent, et en termes de projets collectifs, Je pense que c'est la chose la plus importante. Et pour moi, on dit reconstruire et refonder beaucoup plus par rapport au système qui a été aéroporté et qu'on nous a imposé. C'est beaucoup plus par rapport à cela et qu'il y a tous ces discours et tous ces débats. Mais ce débat aussi, il y a un piège dedans. De penser que les recettes du passé règlent tous les problèmes d'aujourd'hui. Pas du tout. Alors, et je pense que même des systèmes politiques passés, d'avant la colonisation, et on est fier de dire que bon, on a eu des empires, mais les empires ont vécu. On peut tirer des systèmes politiques anciens des leçons, des enseignements et des bonnes pratiques par rapport au dialogue, par rapport à la communication, par rapport à la participation. Mais je ne suis pas sûr si le système d'hier se justifiait par des enjeux d'hier. Est-ce que nous avons les mêmes enjeux aujourd'hui? Non. Le Mali, c'est à peu près 21 ou 22 millions d'habitants. Le Niger, c'est à peu près la même population. Et du point de vue de, comment dirais-je, de la superficie, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. C'était pas les mêmes dimensions, les anciens empires. Voilà, nous devons tirer des leçons. Nous devons regarder vers le passé. Et je pense que Cheikh Anta Diop le dit bien. Il dit non, son intention n'est pas passéiste. Il a juste, les recherches qu'il a eu à mener, c'est pour que nous reprenons conscience de notre passé, pour tirer les enseignements de notre passé. Mais les problèmes brûlants de l'Afrique aujourd'hui, les Africains doivent s'inspirer du passé, mais trouver des réponses adaptées aux enjeux du moment. Mais quand cette démocratie ne fonctionne pas et qu'il y a des crises institutionnelles et finalement rupture démocratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire docteur Badje a mis le doigt, je crois, que sur ce qu'il faudrait... Est-ce qu'on peut encore parler de démocratie en ce moment? Est-ce qu'on peut encore parler de ça? Si. On va toujours parler de démocratie. On n'a même pas beaucoup de choix. On n'a pas beaucoup de choix. Je pense qu'il y a... Nous sommes interpellés, et vous nous interpellez d'ailleurs à ce sujet-là. Comme il a su bien développer notre passé, évoquer notre passé est sûrement pour moi que nous reprenions confiance en nous-mêmes, que nous comprenions que ce que les gens croyaient de nous, des sous-hommes ou des gens acculturés, sans civilisation, que ce mépris sorte de notre tête. Parce que ce mépris nous a beaucoup emprisonnés. On n'a jamais pu être nous-mêmes. Moi, je ne vous dirais pas combien de fois j'ai eu des bagarres à l'université sur des propos souvent de mes professeurs,
à l'encontre souvent de l'Afrique, à l'encontre du peuple noir. Donc là, aujourd'hui, rappeler cela, pour moi, c'est justement pour nous permettre vraiment de nous regaillardir, de reprendre confiance et de dire. La démocratie elle-même, ce sont des valeurs. Les valeurs de liberté qui sont chères dans le cadre démocratique. Vous imaginez ces valeurs telles qu'elles sont aujourd'hui et telles sont comme dans la société, même pas au temps des empires, dans la société un peu avant la colonisation. Des valeurs fondées sur beaucoup de respect. Un enfant ne manque pas de respect à son parent. Un enfant, c'est aussi la honte. Même si on est dans un régime dictatorial, le respect ne doit pas être... on ne doit même pas rentrer dans l'équation. Ça, c'est une question d'éducation à la base. Oui, une question d'éducation. Ce que je voudrais dire là, imaginez que, j'ai dit une chose tout à l'heure, on était éduqué avec des valeurs de honte. C'est que quand vous étiez commis à une responsabilité, vous l'assumiez entièrement. Ce n'est pas le cas de ce que nous vivons aujourd'hui. On va peut-être dire que les gouvernants ont démissionné pour la plupart des cas. Alors, ce qui compte, c'est la posture, ce n'est plus le bien collectif. Donc, ça ruine. C'est pourquoi je dis qu'il s'agit des questions de valeurs. Est-ce que ces valeurs qu'on a importées sont meilleures à certaines de nos valeurs encore qui sont d'actualité, qui doivent revenir? Parce que j'estime que, en parlant par exemple de gouvernance, en parlant de ce que nous voyons au niveau de la justice, en voyant ce que nous voyons au niveau des corruptions, mais ce sont des choses qui frisent mon éducation à moi, les valeurs dans lesquelles je suis né et qui m'ont imbibé. Donc c'est dire simplement que la perception même démocratique, ça passe d'abord par ces valeurs-là. Donc si nous parlons aujourd'hui de refonder ou de rebâtir, il ne s'agit pas sûrement de retourner dans un passé assez vieux, qui a ses réalités de son temps, mais aujourd'hui, les réalités du monde sont tout autre chose. C'est tout autre chose. Donc la démocratie, elle est incontournable, parce que c'est un système mondial, universel. Donc on est obligé, nous, de l'accepter et donc d'évoluer avec cette démocratie-là. Donc je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que Dr Hima vient de faire sur cette question-là. Je suis d'accord également qu'aujourd'hui, il y a sûrement pour nous la nécessité d'interroger. C'est d'ailleurs ce que je dis tout le temps à mes autres collègues. Interrogeons-nous, lisons, comparons, voyons alors ce qui peut être meilleur et qui soit conforme à nos réalités sociales actuellement. Donc, toutes les politiques actuelles, je pense que tendent un peu vers ça. L'Africain a vraiment envie de se retrouver, d'être lui-même, d'avoir cette confiance-là en lui-même pour aller sur des nouvelles bases, mais pas pour importer tout ce qui nous a été imposé comme par le passé. La démocratie occidentale, comme le disent certaines personnes. Docteur Badié, moi, je me retourne vers vous. Quelle grandeur et même fragilité dans le processus démocratique à la lumière, tout simplement, des crises institutionnelles et même politiques que connaissent pas mal de nos pays africains. Alors, j'avais déjà écrit un texte sur cette question. Les grandeurs, d'abord, c'est le désir et l'engagement des Africains à créer des espaces ouverts, des espaces libres. Je pense que cela a commencé au tout début des indépendances, parce que dans pratiquement tous nos pays, il y a eu, et les premiers régimes étaient des régimes issus d'élections et relativement démocratiques. Voilà. Et on peut apprécier différemment, mais c'était quand même... Et il y a eu la création des partis, etc., au tout début des indépendances. Mais après, il y a eu une longue nuit noire, et qui était rythmée par des régimes vraiment autoritaires, civils ou militaires, jusqu'aux conférences nationales souveraines. À partir des conférences nationales souveraines, le ministre Sylla a rappelé le discours de La Bolle. Mais bien sûr, le discours de La Bolle vient à un moment, mais en amont, il y a eu de longues luttes
des syndicats, des partis politiques et des scolaires pour instaurer les libertés, pour exiger les libertés. Voilà, bon, le discours de la Bolle est arrivé à son moment, mais l'Afrique avait déjà une longue histoire de combat et de lutte pour les libertés. Mais à partir des conférences nationales souveraines, et c'est là que, à travers les conférences, il n'y a pas eu, le ministre le disait, avant le début de nos discussions, il n'y a pas eu de travail d'élaboration et de construction pour adapter et comment dirais-je, la démocratisation à nos réalités. Il y avait beaucoup de défis, mais on est passé très vite et on a conçu des constitutions en une soirée. Non, ça peut pas marcher, ça peut pas coller. Et parce que une constitution est le produit d'un long dialogue social, d'un long dialogue constitutionnel, d'un long dialogue démocratique pour mettre d'accord l'ensemble des citoyens, l'ensemble des communautés. Et comme ça, le métal de la constitution est vraiment un métal fait, construit, fabriqué par l'ensemble de la communauté nationale. Tout le monde va y adhérer. Mais si vous le parachutez, parce qu'il y a eu 2 ou 3 experts à qui on a donné le travail, ils ont parachuté un texte, ça ne collera pas. Et voilà les faiblesses et les vulnérabilités du commencement. Mais bien sûr que malgré ces vulnérabilités, ces fragilités, moi ce que je vois chaque matin, je vois des Maliens attachés à la liberté, attachés à l'expression de leur opinion, et je vois des Nigériens attachés à la liberté et jaloux de leur choix, jaloux qu'on tienne compte de leur opinion. Je pense que c'est ça la grandeur. Ça, cette flamme-là, elle est là. Elle est là. Et maintenant, comment les pouvoirs publics organisent tout cela pour que tout cela participe d'un projet commun, d'un projet collectif où tout le monde compte, dans lequel tout le monde compte, les opinions de tout le monde comptent. Je pense que c'est ça le challenge que nous avons et je vois ici et là des efforts qui vont dans ce sens. D'accord, merci beaucoup, Dr Hima. Le temps risquerait de nous faire défaut, mais moi, Dr Hima me tend une perche et je me tourne vers vous. C'est de savoir comment construire des mécanismes forts pour nos institutions politiques. Alors, je voudrais juste, en parlant de la grandeur et de la fragilité du processus démocratique, dire simplement que, vous savez, dans une construction de société, la valeur fondamentale, c'est la ressource humaine, ce sont les hommes. Si les hommes sont des hommes de référence, permettez-moi un peu cette expression-là, je crois que la société n'ira que dans le bon sens. Mais quand les hommes ne sont pas des gens de certaines qualités, effectivement, ça va danser dans tous les sens. Alors, les processus démocratiques inspirés depuis un certain nombre d'années maintenant ont été animés effectivement par des hommes d'État qui se sont battus pour arriver aux affaires, mais qui ont surpris plus d'une personne quand ils étaient aux affaires. Je crois que le combat démocratique qui les a amenés au pouvoir a été mené avec des hommes et des femmes tout autour d'eux, sur la base des programmes politiques que nous avons souvent soutenus. Mais une fois arrivé aux affaires, c'est devenu l'affaire du chef, lui seul. Et à partir du fait que lui déjà, il tourne le dos à ses camarades de lutte, ça commence déjà à fragiliser le système, parce que chacun va dans son sens. Il y a aussi le fait que lui, il tourne le dos, et les quelques gens qui sont promus quelquefois, sans en avoir peut-être eu toute la portée des raisons de lutte, se retrouvent là, et puis on pensait que non, c'était leur chance à eux, il faut en profiter le maximum possible, et ceci se fait au détriment de l'État, au détriment des populations.
ceci a beaucoup fragilisé les démocraties africaines. Il y a la redevabilité qui n'est pas au point à tous les coins. On agit, on gère, mais on ne se sent pas responsable des actes que nous posons tous les jours. Donc c'est là, je crois que les deux concepts sont liés. C'est-à-dire que la grandeur et la fragilité, c'est deux choses qui sont liées au même moment. Alors, vous parlez tout de suite de ce qu'il faudrait faire. Moi, je ne désespère pas. Je ne désespère pas. Fadima, je voudrais vous dire que dans les années 80, en classe, mes étudiants pourront le témoigner, je sentais certaines choses venir. Et je l'ai souvent partagé avec mes étudiants. Et j'ai dit, vous savez, moi j'ai l'impression que Internet va bouleverser le monde. Et que les jeunes générations actuelles ne se sentent plus liées. Ils n'ont pas de compte à rendre. Puisque eux, ils sont nés ici en Afrique, ils ont étudié ici en Afrique, ils n'ont même pas souvent la possibilité d'aller faire des études supérieures ailleurs. Mais ce qui est à leur avantage, c'est qu'ils découvrent tout instantanément en même temps que tout le reste du monde. Et nous avons vu vraiment des génies, beaucoup de génies africains. Aujourd'hui, on commence à les découvrir de plus en plus dans leur domaine de compétences et qui prouvent à suffisance vraiment que... Et surtout ce qui est réconfortant, c'est qu'ils veulent changer, mais changer positivement. Ils veulent aller au-devant. Donc avec cette jeunesse-là, ce qui est un défi que les gouvernants doivent relever pour mieux asseoir cet élan, c'est la formation, l'éducation, l'enseignement. Là aussi, il faut dire, hein, nous avons beaucoup périclité. Quand je vois le niveau de l'école, je n'endors pas. J'ai connu des étudiants dans les années 80. Aujourd'hui, les étudiants qui sont là, je vous assure que je leur moille beaucoup de fois. Quand je retourne seul à la maison, mais quelle qualité de ressources humaines nous sommes en train de faire. Et ça, c'est le plus grand défi. C'est eux qui sont appelés à assurer la relève de l'État. C'est eux qui doivent être bien préparés. Surtout qu'ils ne souffrent pas, ils n'ont pas de complexe, comme nous l'avons été. Ils n'ont aucun complexe, ils vivent les réalités en même temps que tout le monde. Je pense que c'est ça le premier devoir. C'est ça la priorité des priorités auxquelles nous devons nous attacher pour réussir tout le reste. Des ressources de qualité, des ressources humaines vraiment conscientes, des ressources humaines patriotes, formées dans leur domaine de compétences. Alors je pense que la démocratie n'en souffrira plus. Et c'est cet élan seulement qui peut nous aider à bâtir vraiment, comme vous le dites, une meilleure démocratie dans nos pays. Donc, moi, je profite pour vous poser cette question parce que vous parlez des ressources humaines, vous parlez de la qualité des hommes. Donc, on sait que dans nos pays, pas mal de pays ont un système éducatif très, très fragile. Donc, oui. Est-ce qu'il y a forcément un rapport? Donc, l'équation, elle est simple. La réponse, je l'aimerais assez tranchée. Est-ce que la fragilité de l'enseignement dans un pays rend automatiquement fragile sa démocratie? Absolument. Je voudrais être très explicite sur cette question-là. J'ai évoqué les années 80. Dans les mêmes années 80, comme universitaires, nous avons eu beaucoup de débats, beaucoup de réflexions sur ce genre de questions-là, notamment l'éducation. Nous nous sommes beaucoup inquiétés sur ce qui est vite arrivé, avec le programme d'ajustement structurel. Vous savez, c'est ça, quelquefois, le tort de nos dirigeants de se soumettre à des programmes dont on n'évalue pas toute la portée, alors que ceux qui nous amènent ces programmes-là voient très loin les conséquences de ces programmes-là. Le programme d'ajustement structurel qui nous ont amenés à imposer à nos États, notamment je parle du cas du Mali, que l'éducation était budgétivore. Et puisque l'éducation était budgétivore, c'est là qu'il fallait trouver la solution des problèmes du budget. Ça veut dire quoi autrement? Au lieu de permettre d'atteindre un taux suffisamment élevé d'alphabétisation, alors eux, ils nous disent non,
il y a beaucoup de gens qui vont à l'école, mais quand ils vont finir, on ne saura même pas qu'est-ce qu'il faut faire avec eux. Donc, l'éducation est budgétivore. La solution, c'est aussi de retrouver au niveau des enseignants. Donc, promettre des retraites anticipées. Et beaucoup des meilleurs enseignants sont partis à la retraite anticipée, en laissant justement les enfants dans des classes pléthoriques. Et la conséquence immédiate a été que les enfants sont nombreux. Et il y a aussi quelque chose que j'ai souvent rappelé. Parce que dans nos politiques publiques, dans les évaluations que nous faisons, nous n'intégrons pas souvent le boom démocratique. On ne colle pas la démographie à nos évolutions des projets et consorts. Or, c'est ce qui nous a rattrapés, surtout au niveau de l'éducation. On s'est retrouvé avec beaucoup d'enfants. Moi, jusqu'à l'université, on n'a jamais dépassé 25 personnes dans une classe. C'est à l'université pour la première fois à l'ENA, ici à Bamako. Quand nous nous sommes retrouvés en première année 321, le professeur dit que c'est la fin du monde. C'est pas possible. Et aujourd'hui, allez-y voir ce que c'est. Donc, vous voyez, c'est ça. Alors, les enseignants, les meilleurs sont partis. On a cru que c'est ce qui va résoudre nos problèmes, mais ça a aggravé. Je le dis pourquoi. Je rappelle ça parce que simplement, aucun pays ne peut se développer sans ces ressources humaines de qualité. C'est pas possible. Et c'est comme si on prévoyait, on voyait l'impact déjà de notre formation. Il faut le dire, jusque dans les années 80. Vraiment, l'école en Afrique, l'école chez nous était une bonne école. On a appris bien des choses. On était de très bons cadres. Mais à partir des années 80, on est devenu du n'importe. Et comme on est devenu du n'importe, on sent le reflet sur la vie publique. Merci, docteur Sylla. Je reste dans la même veine avant de revenir sur les concepts clés qui, je pense, essentiels pour ne pas finir ce sujet sur ce plateau. Moi, je voudrais demander, est-ce que la fragilité la fragilité de l'école doit forcément fragiliser la démocratie? Oui, mais le ministre Sylla l'a dit avec force de détail, en retournant même dans le passé. Et pour moi, l'école, c'est ça même le projet de société. Si tu n'as pas d'école, tu n'as pas un projet de société. Par l'école, il faut élargir, il faut dire la formation et la formation des ressources humaines. Il a lâché le mot. Tout ce qu'on a établi dans cette discussion comme les réquisites de la gouvernance démocratique, tels que la liberté, tels que la solidarité, tels que le bien commun et l'intérêt général, tels que l'attachement patriotique à votre communauté, à votre État, à votre nation, c'est à l'école de l'ensemencer. Si tu n'as pas d'école, tu vas droit au mur. Si tu n'as pas d'école, si tu n'as pas un système éducatif avec des objectifs précis, mais tu n'as pas de gouvernail. Tu n'as pas de gouvernail. Et il a expliqué avec force de détail comment notre système éducatif a été déstructuré par des politiques publiques destructrices. Je pèse mes mots. Et ainsi des systèmes éducatifs aussi pas adaptés à nos réalités. Et le jeune élève qui termine la classe terminale avec le bac, il sait faire quoi avec le bac? C'est des questions qu'il faut se poser. Et alors que dans les systèmes éducatifs ou systèmes de formation adaptés, toutes les sphères de la vie sociale et économique
repose sur les systèmes de formation. En France, vous avez même des brevets de fleuristes. Même pour vendre des fleurs, il faut une formation. Alors, je pense que c'est ça la clé. On parle de refondation, on parle de... C'est ça la clé ou c'est l'une des clés? C'est la clé. Okay. C'est la clé. Oui. S'il n'y a pas un système, si vous n'avez pas d'école adaptée aux besoins, avec une vision claire, et encore une fois de plus, c'est ça le projet de société. Vous voulez une société démocratique, ouverte, c'est à l'école que ça commence. Et ça commence, et dans l'école, il y a beaucoup de choses dans l'école. Dans le système éducatif, il y a 1001 choses qu'il faut considérer. Il y a autant le contenu épistémologique, le contenu en matière de connaissances, mais il y a aussi les approches pédagogiques et didactiques de l'enseignement. Alors, les questions de liberté, c'est dès la classe il faut les construire. Est-ce que dans les méthodes d'enseignement du maître, les méthodes pédagogiques reposent sur le bachotage ou les méthodes sont des méthodes actives qui convoquent la liberté, la réflexion, la pensée critique de l'enfant, ou on enseigne, ou on fait boire des contenus à l'enfant sans attitude critique, sans réaction critique, sans l'amener à s'interroger sur son environnement, sur sa société, sur le monde, sur les enjeux mondiaux, où il suffit juste de déverser du contenu de connaissance, du contenu épistémologique, et donc la liberté est ensevelie. Voilà donc, et vous voyez donc, Fadima, tous les réquisites, toutes les valeurs et toutes les exigences d'un vivre démocratique au sein de la communauté, c'est à l'école de les ensemencer. Et je suis parfaitement en harmonie avec le ministre Sylla que la refondation, il faut réformer, il faut refonder l'ensemble des textes. Et tout se passe aujourd'hui. C'est comme si c'est plus de 60 ans après que nous sommes en train de faire la fabrique de l'État-nation. Ça, c'est grave. Alors, c'est grave parce que ça n'a jamais été tenté en amont. Et on avait parlé de la camisole de force. Ça explique tout. Cette expression explique tout. Mais maintenant, la refondation, c'est dans toutes les directions. Mais la direction majeure, c'est d'abord le système éducatif. Le système éducatif. Ouais. Imaginons un système éducatif parfait, avec des ressources humaines parfaites. On a des hommes, des femmes prêts à construire une nation. Quels sont, selon vous, ou quels sont les principes clés essentiels pour l'institutionnalisation politique de la démocratie dans nos États africains?